Il me semble. C'est toujours bizarre de se retrouver dans cette configuration, mais bonsoir à toutes et à tous. Mes chers collègues, bienvenue pour cette dernière séance de l'année 2021 du Conseil municipal à effectif réduit, conformément aux préconisations légales et préfectorales face à la situation sanitaire. En effet, en application de l'article 10 de la loi numéro 2021-1465 du 10 novembre 2021, dite vigilance sanitaire, des dispositions de précaution pour la tenue des conseils municipaux sont réactivées jusqu'au, je le précise, 31 juillet 2022. Parmi ces dispositions, je vous rappelle que le quorum est à nouveau abaissé à 1/3 et chaque conseiller municipal peut être porteur de 2 procurations. C'est sous l'égide de ces dispositions que nous avions déjà malheureusement appliquées, chacun s'en souvient, que nous tenons le présent conseil, d'où un nombre de conseillers municipaux réduit de moitié pour tous les groupes politiques et en accord avec les groupes politiques. En outre, la réunion se déroule sans public. La retransmission directe de nos débats sur les réseaux sociaux lui donne toutefois, en vertu justement de cette loi, le caractère public obligatoire. Et je salue toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints sur leur écran. Voilà, c'est le cadrage, si je puis dire, juridique de cette séance que je voulais faire. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à l'appel. Monsieur le directeur général des services, veuillez y procéder. Monsieur Dominique Barr. Présent. Madame Myriam Desmet. Présente. Monsieur Sébastien Fitamant. Présent. Madame Michel Coquel. Présent. Monsieur Henri Gadot. Présent. Monsieur Tariq Meki. Présent. Madame Zora Refer. Présent. Monsieur Karl Monrabal. Présent. Madame Martine Leblanc. Présent. Monsieur Gilbert Charles. Présent. Madame Myriam Lestienne. Excusez, procuration Dominique Barr. Monsieur Azedine Taleb Ahmed. Présent. Madame Sylvie Zaidi. Présent. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin. Excusez, procuration Catherine Osso. Monsieur Jacques Delfos. Présent. Monsieur Guy-Noël Lemay. Excusez, procuration Myriam Desmet. Monsieur Steve Demato. Excusez, procuration Sébastien Fitamant. Monsieur Benjamin Caéret. Excusez, procuration Michel Coquel. Madame Annie Champy. Excusez, procuration Henri Gadot. Madame Émile Boite. Présent. Monsieur Pascal Lucas. Excusez, procuration Tariq Meki. Madame Basma Amami Belaïd. Madame Béatrice. Mais vous pouvez dire bonjour et présente, c'est pas gênant. Pardon. Madame Laurine Lemoine. Excusez, procuration Martine Leblanc. Monsieur Rabat Damani. Excusez, procuration Zora Refers. Madame Pamela Gilbert. Excusez, procuration Monsieur Karl Monrabal. Monsieur Stéphane Marou. Excusez, procuration Gilbert Charles. Madame Catherine Osson. Madame Océane Lévesque. Madame Lina Jaffer Chérif. Excusez, procuration Azine Taleb Ahmed. Monsieur Véval Kiraj. Excusez, procuration Sylvie Zaidi. Madame Laura Delforme. Excusez, procuration Jacques Delfos. Monsieur Brice Ouété-Matouba. Excusez, procuration Béatrice Dujardin. Monsieur Michel Debac. Excusez, procuration Basma Amami Belaïd. Monsieur Voilà. Christophe Ricci. Madame Marjorie Delrue. Monsieur Denis Croigny. Excusez, procuration Marjorie Delrue. Madame Sophie Félix. Excusez, procuration Christophe Ricci. Monsieur Messaoud Sayani. Excusez, procuration Christophe Ricci. Monsieur Jean-François Soyer. Présent. Monsieur Abdel Denfer. Excusez, procuration Monsieur Soyer. Madame Marjorie Farati. Excusez, procuration Monsieur Soyer. Madame Axel Delanore. Bien, merci. Merci, Monsieur le Directeur général des services. Nous avons choisi notre secrétaire de séance et, nonobstant le jeu du quorum, je suggère Madame Océane Lévesque, comme à l'accoutumée. Voilà, elle s'acquitte fort bien de cette tâche, il n'y a pas de raison de l'en priver. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection. Il en est donc ainsi décidé. Madame, vous pouvez reprendre votre stylo et continuer à écrire donc tout ce que nous allons dire. Nous avons à approuver, mes chers collègues, le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2021. Nonobstant les observations qui ont pu être faites au service, y en a-t-il d'autres à formuler? Donc je peux mettre aux voix ce procès-verbal, des votes contre, des abstentions. Il est donc ainsi adopté. Chers collègues, avant de rentrer dans le cours de cette séance, je voudrais adresser un hommage à une femme qui vient de nous quitter aujourd'hui, enfin plus exactement hier. Sur les réseaux sociaux,
nombreux sont les hommages et ils sont justifiés. C'était le sourire, la vitalité, la bonne humeur personnifiée. C'était aussi quelqu'un qui animait les vies associatives, à la fois les clubs d'aînés, les manifestations avec son micro, avec ses chansons. Et je pense que le choc que nous avons tous ressenti, nous qui la connaissons et la connaissions, il faut en parler au passé et ça sera le plus difficile. Le choc que nous avons ressenti à la disparition de Francky Belins, que tout le monde appelait tout simplement Francky, vaut en effet que je puisse lui rendre ce rapide mais sincère et profond hommage en début de cette séance. Il est malheureusement beaucoup de départs auprès de personnes qui comptent dans notre ville et notamment personnes que nous connaissons dans la vie associative ces derniers jours. La brutalité de ce départ connu ce matin me permet de vouloir saluer cette grande personne, pas simplement du show business, mais du monde de l'amitié. Elle présidait l'association Esprit Festif et la promotion du jazz, et que ce soit aujourd'hui l'Esprit Festif, comme la promotion du jazz, ils sont tous deux à la peine, nous aussi. Un petit clin d'œil à Francky. Et je vous propose de l'applaudir. Les stars, ça s'applaudit. Merci, merci pour elle. Alors, quelques communications. Il faut rentrer dans le vif du sujet. C'est parfois difficile de passer d'un sujet à l'autre, mais il me le faut. Un certain nombre de communications, 3 et en fait 4. J'en rajouterai une et vous verrez, c'est pour la bonne cause dans un instant. Première communication, elle est relative aux cérémonies de vœux. Chacun le sait, dans le prolongement des autorités sanitaires du pays, le préfet des Hauts-de-France a, par circulaire, fait part de ses recommandations concernant les manifestations regroupant des personnes et préconisant leurs annulations ou leurs reports dès lors que le respect des gestes barrières n'y était pas envisageable ou très difficile. La municipalité a ainsi été amenée la mort dans l'âme, mais c'était la décision de la responsabilité et de la sécurité sanitaire à annuler son traditionnel banquet du Nouvel Âge le 4 décembre dernier. Sur la base de la même analyse sanitaire et au vu de l'accentuation de la crise et de la saturation des services de réanimation, je suis au regret d'annoncer ce soir les annulations successives de la cérémonie des vœux au personnel communal qui était prévue initialement le 4 janvier, la réception des corps constitués qui était prévue initialement le 5 janvier, de la cérémonie des vœux aux associations qui était prévue le 8 janvier. De même, la cérémonie des vœux du centre hospitalier de Wattrelos est annulée pour le mois de janvier. Comme d'autres grandes villes, notamment à ma connaissance Lille ou Roubaix, mais ce n'est pas tout, évidemment, ce n'est pas exhaustif, et comme le préfet qui a lui-même annulé les vœux qu'il organise chaque année avec le président du conseil départemental, Wattrelos prend les précautions nécessaires pour la meilleure sécurité de toutes et de tous. Deuxième communication, elle est relative au coût de fonctionnement du centre de vaccination de Wattrelos. C'est important aussi qu'on rende compte de ce qui a été décidé, ce qui se fait au nom de la ville. Vous le savez, soucieuse de contribuer au déploiement de la stratégie vaccinale afin de tenter d'endiguer la propagation de la pandémie, la ville de Wattrelos s'est engagée à mettre en place et à faire fonctionner un centre de vaccination en lien avec la communauté des professionnels des territoires de santé, CPTS, des 7 communes, Wattrelos, Lers, Toufflers, Lannoy, Lys-les-Lannoy, M, Forêt et Forêt-sur-Marque. Ouvert depuis le 3 mai, le centre de vaccination de Wattrelos a réalisé à ce jour, en fait c'était il y a quelques jours, et ça s'accentue, 37 478 injections. Une logistique importante a dû être déployée pour atteindre ce résultat. Les moyens municipaux ont été mobilisés à la hauteur du cahier des charges fixé par l'Agence régionale de santé, les médecins coordinateurs de l'opération pour une parfaite organisation fluide et sûre. Du 3 mai au 10 septembre 2021, la salle Salengro, située en centre-ville, la plus grande salle municipale, a été investie à cet effet. Les agents municipaux ont été détachés et se sont relayés pour tenir les différents postes clés essentiels au bon fonctionnement du centre. Coordination de la salle, accueil et sécurité incendie, entretien et désinfection et enfin plateforme téléphonique. Le centre a depuis été déplacé à la halle de sport Pierre Brossolette, située dans le quartier prioritaire de Beaulieu,
toujours accompagné du staff ad hoc. Un revêtement de protection a dû y être posé afin de protéger le sol sportif. La ville et le CCAS de Wattrelos ont également pris à leur charge la mise à disposition de matériel comme la téléphonie et l'informatique et l'achat des consommables nécessaires au fonctionnement du centre, notamment le papier pour les questionnaires pré-vaccinaux, le formulaire de consentement, les attestations de vaccination, différents documents informatifs, etc. et la pharmacopée. Pour apprécier le coût supporté jusqu'à présent de ce centre pour la ville de Wattrelos, je peux préciser les principales évaluations qui m'ont été communiquées. Dépenses du personnel, c'est-à-dire les salaires des agents de la ville et du CCAS affectés au centre depuis le début du centre, 163 372 €. Fourniture de matériel médical, 5 270 €. Fourniture de commandes et papiers, 3 823 €. Tonnelle, agencement et disposition de la salle, 18 604 €. Soit un coût pris en charge par les comptes de la ville, qui aura été jusqu'à présent de l'ordre de 191 000 €, donc du 3 mai au 15 décembre 2021. Il me paraissait normal d'en informer évidemment le conseil municipal de la ville et à travers vous, mes chers collègues élus, évidemment l'ensemble de la population wattrelousienne. Troisième communication, les relatives aux délibérations communautaires. J'en ai noté 5 nouvelles qui intéressent, enfin qui concernent, et j'allais dire, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, intéressent Wattrelos. Je tiens ainsi à citer, au bureau du 26 novembre, la délibération B536 qui accorde un fonds de concours supplémentaire pour notre future salle de spectacle à hauteur de 700 000 € pour contribuer au financement des travaux d'équipement scénique. C'est d'évidence, chacun en conviendra, une excellente nouvelle de plus pour la ville. Au Conseil du 17 décembre, les délibérations, la C625 qui établit le protocole foncier du NPRU du quartier des Villas. Il s'agit de définir les modalités de mise en œuvre opérationnelle de cette opération de renouvellement urbain, désignation des biens cédés, calendrier des cessions, délai de réalisation, conditions financières, bref, l'ensemble des engagements des parties signataires, à savoir la MEL, la ville de Wattrelos, 3F Notre Logis et Villogia pour permettre la bonne réalisation de l'opération. La C662 qui tire le bilan de la concertation préalable menée sur le projet d'extension reconstruction de la station d'épuration de Wattrelos. Je rappelle que ce projet d'extension reconstruction a 4 objectifs. La mise aux normes, l'amélioration des performances, le développement des gains environnementaux, le maintien de la continuité du service pendant les phases successives de travaux. Le lancement des travaux se fera en 2024. Ils dureront jusqu'en 2029 pour une mise en exploitation de la nouvelle station en 2030. Et de mémoire, je souligne que c'est un programme de l'ordre de 120 millions € d'investissement qui va se réaliser ainsi sur cette station d'épuration. La C707, il s'agit d'un avenant numéro 6 au traité de concession notifié à la SEMVille renouvelé du 13 janvier 2014 pour l'aménagement et la réalisation des projets sur la Lénière. Cet avenant vise surtout à prendre acte de la subvention de l'État au fonds Friche de 860 000 €. Subvention qui était annoncée ici même, Madame la députée, par la ministre Emmanuelle Wargon, on s'en souvient, lors de sa venue à Wattrelos. La C708, c'est le CRAC, le compte-rendu annuel aux collectivités pour l'année 2020 sur l'opération d'aménagement du projet de la Lénière, justement. Outre la subvention du fonds Friche, déjà évoquée, il prend acte de la dédensification de la programmation de logement, notamment sur Wattrelos et à notre demande, ce qui impose une compensation de la MEL dans sa participation globale. Je rappelle que pour ce projet, les participations de la MEL sont de 42 937 175 € hors taxes. Enfin, chers collègues, une autre communication un peu à la dernière minute, puisque je viens d'apprendre cet après-midi même, par lettre de Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, et François de Coster, vice-président en charge de la culture. Je cite, Monsieur le maire, nous avons le plaisir de vous informer que les élus régionaux réunis en commission permanente le 23 novembre 2021 ont décidé d'adopter le principe de participation de 1 million € au profit de la commune de Wattrelos au titre du projet de création d'un espace culturel en 2018-2024. Voilà, une information, Monsieur Charles, qui devrait aussi vous ravir. Je trouve que vous allez avoir un Noël plus sympathique que les autres. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, mais c'est aussi et surtout une bonne nouvelle pour la ville. Voilà, mes chers collègues, j'en ai terminé avec mes communications. Une information supplémentaire.
S'agissant du bilan d'activité 2020, le bilan d'activité des services pour l'année 2020 a été déposé sur vos tables. Ces pages cumulent les efforts individuels de nos agents, service par service, pour mener à bien un service public de qualité, de proximité et plein de diversité. Je regrette qu'il ne vous soit communiqué que maintenant, bien sûr, mais l'année très particulière que nous venons de vivre a retardé sa publication, chacun le comprendra. Ce document, après vous avoir été distribué, mes chers collègues, sera mis à disposition de nos concitoyens sur le site Internet municipal. Voilà, j'en ai terminé avec ces informations et ces communications. Nous en arrivons à l'ordre du jour de la séance. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération concertés avec les présidents de groupe. Une intervention du groupe avec vous pour Wattrelos, groupe de M. Ritchie sur le rapport numéro 1. Et je n'ai pas eu connaissance d'autres demandes d'intervention du groupe de M. Soyer, Mme Delannoy non plus. Bien, donc, puisqu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, donc je soumets à vos suffrages cette organisation des débats. Il y a des votes contre, des abstentions. Donc, cet ordre du jour est adopté. Les rapports présentés ont été soumis à l'examen des commissions finances, économie et administration générale et développement durable, urbanisme et travaux. Et on en arrive au rapport numéro 1, qui est le mien, si j'ose dire, puisqu'il s'agit du débat d'orientation budgétaire qui va nous permettre d'examiner le rapport d'orientation budgétaire. Vous avez reçu, mes chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire. Il est examiné évidemment en commission des finances. Et pour vous en rappeler les grandes lignes, je vous propose, comme chaque fois, une présentation numérique. Vous êtes déjà prête? Non, mais je ne le suis pas. Ça y est, c'est bon? Non, c'est pas bon. Oh là, non, c'est peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, quand même. Je veux bien admettre qu'on voit les diapos, mais pas à ce point. Ça va, ça va? Peut-être un peu... Pardon? C'est l'inverse. Bon, je lis pour ceux qui nous écoutent quelques problèmes d'intendance dans le jeu des interrupteurs, mais ça devrait maintenant pouvoir se conclure. Voilà. Ça va, vous voyez aussi bien que possible au 4e rang? Enfin, au 3e d'ailleurs. Bien, allez, chers collègues, donc faire cette présentation numérique. Rappelle tout d'abord, évidemment, très rapidement, qu'est-ce que le débat d'orientation budgétaire. Pas vous faire l'injure d'être très long sur ce point. C'est une obligation légale. Elle ressort de l'article L23-12-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce débat doit se tenir, vous le savez, dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Quel est l'objectif de ce débat d'orientation budgétaire? Éclairer les choix des élus. Il s'agit d'exprimer les orientations financières pour l'année à venir, c'est-à-dire la stratégie financière, les prévisions de recettes, notamment en particulier des impôts et des emprunts, et les choix de dépenses à partir desquels, évidemment, le budget de la commune va être établi. Ce débat se tient sur la base du rapport d'orientation budgétaire, document qui a été communiqué évidemment à notre Assemblée, qui est produit par la majorité municipale et qui a été examiné, je le disais il y a un instant, par la Commission des finances le 8 décembre dernier. Une précision pour ceux qui nous écoutent, et c'est que les différents chiffres, évidemment, qui sont annoncés, ces informations sont des prévisions. Nous devons faire un effort de prévision, et tel qu'on peut le faire au moment où on élabore ce document, avant même donc d'avoir connaissance des chiffres exacts qui nous sont souvent communiqués, d'ailleurs, en cours d'exercice. Alors, je vous propose de faire cette présentation en 3 parties. Une première partie, voilà, évoquer avec vous, pour préparer le budget, quels sont les éléments de contexte. Il y a 3 éléments de contexte. Le contexte économique, qui est celui d'une reprise mondiale en 2021 où la France s'affiche comme locomotive de l'Europe. Le contexte législatif, avec notamment la loi de finances pour 2022. Et même s'il cherche à réduire son déficit, l'État y maintient une fois encore ses dotations aux collectivités locales. Le contexte local, avec leur forte baisse en 2020, les recettes de Wattrelos ne retrouveront pas leur niveau de 2019 en 2021. Ils ne les retrouveront vraisemblablement qu'en 2022. La deuxième partie, c'est quelle est la base de départ? Quelle est la situation financière de Wattrelos avant qu'on construise le budget 2022? C'est celle d'une ville qui a les moyens de ses ambitions. Enfin, troisième partie, évidemment, quels sont les choix politiques du budget 2022? Et je vous les présenterai donc en troisième partie de cette présentation.
Première partie, les éléments de contexte. Examinons le contexte économique aussi rapidement que possible. C'est celui d'une reprise mondiale en 2021, où la France s'affiche comme locomotive de l'Europe, je le disais il y a un instant. Reprenons cela plus précisément. Après le plongeon en 2020, il y a une croissance mondiale dynamique en 2021. Ce sursaut de croissance mondiale, qui est de 5,6% en 2021, succède à la récession historique, qui était de moins 3,1% en 2020. Toutes les grandes économies ont été en récession en 2020, sauf la Chine. En 2021, la zone euro connaît une croissance de 5,2%, dont la France, on y reviendra dans un instant, de 6,8%, mais en Allemagne, c'est 2,9%. Et les économies en développement, 2021, c'est 8,1% en Chine, 9,4% en Inde, 5% au Brésil. Pour 2022, on s'attend à une croissance un peu moins vigoureuse, 5,6 disais-je en 2021, 4,5 espéré en 2022, tout cela sur fond d'un certain nombre d'incertitudes. Certes, les prévisions pour la zone euro sont de 4,3%, avec un taux de chômage qui est revenu à 7,5%, c'est-à-dire son niveau de fin 2019. Ou encore, on prévoit en 2022 8,1% pour l'Inde. Mais il commence à y avoir des différences entre les économies en développement, puisque, s'agissant du Brésil, très entaché par une situation sanitaire calamiteuse, la croissance n'y est plus prévue que de 1,4% en 2022. Je disais, il y a des fonds d'incertitude. Elles sont de trois ordres. D'abord, il y a des incertitudes sur l'économie américaine. La Fed, c'est-à-dire la Banque fédérale des États-Unis, vient d'annoncer 3,8% en 2022 et 2,5% en 2023, ce qui est tout sauf une croissance, vous le voyez, très dynamique. Il y a surtout des lourdes incertitudes sur la Chine, qui est en net ralentissement. Certes, on annonce 5,1% en 2022, mais tout cela sur fond de résurgence de la pandémie et de fermeture d'usines. Enfin, et c'est la caractéristique majeure de la situation économique, on observe une flambée de l'inflation. Pression de la demande, évidemment, quand il y a de la croissance, il y a une demande plus forte et donc une poussée à la hausse des prix, le prix de l'énergie, le prix des matières premières, le prix des produits alimentaires. Quelques exemples sur cette flambée de l'inflation qui semble échapper au regard, mais elle est pourtant bien réelle. L'Allemagne, 4,6% sur un an, la zone euro, 4,9% sur un an, l'Espagne, 5,6%, les États-Unis, 6,2%, la Belgique, 7%. Or, pourquoi insister sur l'inflation ? Eh bien, tout simplement parce que l'inflation, c'est un risque majeur. Car pour combattre l'inflation, vous le savez, l'instrument privilégié de politique économique, c'est la politique monétaire, c'est-à-dire le maniement des taux d'intérêt par les différentes banques centrales. Et face à cette inflation, il y aura des arbitrages de politique monétaire à regarder de près. En effet, s'il y a une hausse des taux, il y a à ce moment-là un risque de casser la reprise économique et donc de freiner, de casser le développement de la croissance dont je soulignais il y a un instant les effets positifs. En sens inverse, si les taux bas restent inchangés et si les banques centrales ne décident pas d'engager, ce qu'elles ont déjà un peu fait, en tout cas d'accélérer l'évolution à la hausse des taux, on ne freinera pas l'inflation et vous le verrez, ça a des conséquences évidemment budgétaires assez significatives au-delà de la déstabilisation des économies que cela peut produire. Pour ce qui la concerne, la France semble, elle, clairement sortie de la crise et devient la locomotive de l'Europe. Un rebond dynamique d'activité est en train de s'afficher trimestre par trimestre. En dernier trimestre 2020, c'était une récession encore, moins 1,1%. Premier trimestre 2021, plus 0,1%. Deuxième trimestre 2021, plus 1,3%. Troisième trimestre 2021, plus 3% d'augmentation de l'activité. Je note que sur ce trimestre, l'activité aura progressé en revanche de 2,2% de la zone euro et de 1,8% en Allemagne. Donc un différentiel très favorable à l'économie française dans le rythme de la croissance. Cela donne la prévision d'une croissance, non pas de 6,7% comme c'est marqué sur le slide, mais de 6,8%. Selon les dernières estimations pour la croissance économique de la France en 2021, qui est soutenue par la consommation des ménages, en hausse de 4,1%, et par le commerce extérieur, les exportations croissent de 8,6%. Une bonne croissance économique, cela dynamise bien entendu les recrutements, et cette évolution a un effet très favorable sur l'emploi, qui a retrouvé mi-2021
son niveau de 2019. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 11% sur un an, avec moins 50 600 au deuxième trimestre 2021, moins 206 000 au troisième trimestre 2021, moins 113 500 sur le seul mois d'octobre 2021. Au bout du bout, le taux de chômage fin 2021 devrait être aux alentours de 7,6% contre 10,4% en 2015, soit son plus bas niveau depuis 2008. Effet sur l'emploi, effet aussi positif sur les défaillances d'entreprises qui sont à leur plus bas niveau depuis 1986. Elles devraient être voisines de 28 000 en 2021. Elles étaient de 54 000 défaillances d'entreprises en 2017. En ce qui concerne l'année 2022, la croissance française devrait être voisine de 4%, c'est la dernière prévision telle qu'elle est formulée, mais avec ce bémol que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'ici aussi l'inflation accélère puisqu'elle est de 2,8% fin novembre. Croissance de 6,8% en 2021, croissance de 4% en 2022, c'est incontestablement pour l'économie française une situation favorable. Car qui dit croissance dit aussi des rentrées fiscales pour le budget de l'État. Et si l'État a des rentrées fiscales, il ne sera pas incité évidemment à réduire ses dotations aux collectivités locales. Au contraire, il les accroît, on le verra tout à l'heure, même si l'État veut réduire son déficit. Qui dit croissance dit aussi détente des besoins sociaux. Chacun le comprend, moins de chômage, c'est aussi plus d'emplois, et plus d'emplois, c'est aussi plus de revenus, même si, évidemment, nul n'ignore l'acuité encore de cette problématique sur notre territoire. Voilà pour le contexte économique. Je vous propose d'examiner le contexte législatif, cette fois-ci assez rapidement, c'est-à-dire à partir de l'examen de la loi de finances pour 2022, une loi de finances dans laquelle, tout en réduisant son déficit, l'État maintient ses dotations aux collectivités locales. Premier point, le gouvernement a choisi une trajectoire des finances publiques qui vise en même temps à soutenir l'activité et à réduire le déficit de l'État. Soutenir l'activité à travers ce que vous savez, vous en avez déjà évidemment entendu parler et on en a vu la traduction concrète, à travers, disais-je, les mesures d'urgence de ce qu'on appelle le « quoi qu'il en coûte », soutien à l'activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État. Et tout cela, ces mesures, je le rappelle, ont quand même provoqué l'année dernière une augmentation de la dette publique, enfin depuis 18 mois, une augmentation de la dette publique de 230 milliards d'euros pour l'État et de 65 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Le autre soutien d'activité, le plan France Relance, 100 milliards, dont 70 milliards ont déjà été engagés à fin 2021 sur 3 axes, écologie, compétitivité, cohésion. Plan France Relance, dont notre ville a pu tirer parti d'ailleurs à travers un certain nombre de subventions que nous avons obtenues en fin d'année dernière, qui nous ont été utiles pour plusieurs équipements. Soutenir l'activité, disais-je, autre pan de la stratégie budgétaire de l'État, réduire le déficit. Le déficit de l'État était à moins 197,4 milliards d'euros en 2021. Il passe à moins 143,4 milliards d'euros en 2022. Soit il passe donc de moins 8,2% du PIB à moins 5% du PIB en 2022. Les prélèvements obligatoires sont en repli, 43,5% en 2022 au lieu de 43,7% en 2021, avec la poursuite des baisses d'impôts. La dette publique, qui après son envolée en 2020, je l'évoquais il y a un instant, se tasse un peu, 113,5% du PIB en 2022 contre 115,3% en 2021. S'agissant, et c'est le deuxième point, des collectivités locales, les promesses du président sont tenues. On a une stabilité globale des dotations, mais avec un effort de solidarité qui est poursuivi pour les communes les plus pauvres. On se souvient qu'en 2017, le président de la République avait pris l'engagement de ne plus réduire les dotations aux collectivités. Ainsi, pour 2022, dans le budget de l'État, le prélèvement sur recettes consacré aux collectivités locales à 43,2 milliards d'euros reste au même niveau qu'en 2021. La dotation globale de fonctionnement reste à 26,8 milliards d'euros. C'est le même montant depuis le 2018. Comme c'est le cas depuis 2018, l'effort de péréquation verticale est non seulement poursuivi, mais il est accentué. Enfin, l'enveloppe de DSU, d'ailleurs dotation de solidarité urbaine, qui a augmenté de 90 millions d'euros chaque année depuis 2018, augmentera de 95 millions d'euros en 2022. Le FPIC, péréquation horizontale, garde en 2022 la même enveloppe nationale de 1 milliard d'euros.
J'ajoute pour autant que, sans parler évidemment d'injustice ou d'inéquité, dans le versement de cette DSU, il y a historiquement de sacrées différences. C'est précisé à l'intérieur du rapport d'orientation budgétaire tel que vous l'avez consulté. Je rappelle en effet que sur cette DSU, qui est destinée aux communes les plus pauvres, si Wattrelos touche 8 048 000 €, Tourcoing en touche 21 010 et Roubaix en touche 49 472 pour qu'on ait chacun l'ordre de grandeur de cette dotation de solidarité urbaine versée aux communes les plus pauvres. Contexte économique, contexte législatif, troisième élément de contexte, le contexte local, les ressources de Wattrelos. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, elles ne retrouveront qu'en 2022 leur niveau de 2019. Dans les ressources, il y en a de trois types. Il y a les dotations de l'État, il y a les ressources fiscales et il y a les autres. Alors, je vous propose d'abord de commencer par les dotations de l'État. Et ce que nous avions annoncé l'an dernier, c'est effectivement produit. À nouveau, les dotations de l'État progresseront en 2022. Pas de problème de ce côté-là. Stabilité, une fois de plus, de la dotation forfaitaire, 8 308 000, enfin, j'ai parlé en kilo-euros, 8 308 kilo-euros. Renforcement un peu plus marqué, je viens de le dire il y a un instant, vis-à-vis avec l'évolution de l'enveloppe nationale de la DSU, qui augmentera de 182 kilo-euros à 8 230 kilo-euros, et toujours pas de changement majeur pour la DNP, la dotation nationale de péréquation, à hauteur de 950 kilo-euros, soit 17 488 kilo-euros. Si on additionne les trois, la dotation globale de fonctionnement passerait donc de 17 300 kilo-euros en 2021 à 17 488 kilo-euros en 2022, soit une augmentation de 186 kilo-euros, et donc plus 1,1% comme en 2021. Si la construction d'un budget est affaire de prévision, je le disais il y a un instant, ça ne nous interdit pas de souligner une fois de plus combien nos prévisions sont sérieuses, réalistes et prudentes. Et à cet égard, je me permets de faire la comparaison, sans alourdir trop évidemment cette présentation, la comparaison entre ce que nous avions prévu il y a un an pour 2021 et ce qui a été effectivement réalisé. En effet, l'an dernier, nous avions annoncé au ROB 2021 pour la dotation forfaitaire 8 320 kilo-euros. On a touché 8 306. On avait annoncé pour la DSU 8 075 kilo-euros. On a touché 8 048 kilo-euros. Pour la DNP, on avait annoncé 930 kilo-euros. On a touché 946. Si vous faites le total des trois, l'année dernière, je vous annonçais en prévision de DGF 17 325 kilo-euros. Nous aurons touché 17 300 kilo-euros. C'est-à-dire que nous avons fait une prévision il y a un an à 25 000 € près, et donc à 0,1% près. Donc je me permettais de le souligner parce que c'est toujours important aussi de montrer que ce que nous avons prévu, c'est un exercice qui est difficile, la prévision, eh bien c'est exactement réalisé. Mais revenons un instant à 2021. Le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale, péréquation horizontale, est inchangé. Pour les compensations fiscales, nous perdons, j'y reviendrai dans un instant, les compensations qui sont liées à la taxe d'habitation et nous gagnons celle de la taxe foncière qui augmente du fait de la réforme des impôts de production. Encore une fois, je préciserai cela dans un bref instant. Au final, les recettes en provenance de l'État en 2021 auront augmenté de 240 kilo-euros, 240 000 €, quoi, donc de 1,2%. Premier point, disais-je, les ressources, les dotations de l'État, premier type de ressources. Deuxième type de ressources, les ressources fiscales. Alors là, les choses sont en train sérieusement de changer, puisque avec la réforme fiscale qui est intervenue en 2020, mais entrée en application en 2021, la taxe foncière devient maintenant la ressource dominante, et j'allais dire quasi exclusive de la ville. À partir de 2021, en effet, la taxe d'habitation sur les résidences principales disparaît du budget communal. La ville ne perçoit plus la taxe d'habitation sur les résidences principales. Elle ne perçoit plus et ne percevra plus désormais que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La réforme fiscale a fait de la taxe foncière notre recette fiscale dominante. Essayez d'être relativement plus ralenti dans mon propos pour préciser les conséquences de la réforme. Avant, nous percevions la taxe d'habitation et la taxe foncière. Depuis 2021, nous ne percevons plus du tout la taxe d'habitation et donc nous perdons
la taxe d'habitation, c'est-à-dire 7 081 000 euros, et les compensations de taxe d'habitation qui étaient liées. En revanche, c'est le deuxième volet de la recette fiscale, nous percevons dorénavant ce que le département percevait avant au titre de la taxe foncière. La taxe foncière, donc, du département. Et donc, nous gagnons le produit de taxe foncière qui était perçu et compensé auparavant par le département. Donc, nous gagnons, si j'ose dire, 4 339 kg. Mais comme nous perdions 8 051 kg, mais que nous gagnons 4 339 kg, on est plus perdant que nous n'étions gagnants. L'État décide donc de compenser la différence entre ce que nous perdons et ce que nous gagnons. Ça s'appelle le coefficient correcteur. Et donc l'État nous verse une somme de 3 793 kg. Conséquence de la réforme. Elle est purement mécanique, sans aucune autre augmentation. C'est que hier, nous avions dans nos comptes un produit de la taxe foncière de 14,12 millions d'euros. Et c'est devenu, par ce seul jeu de la réforme, un produit que nous percevons à hauteur de 18,57 millions d'euros, auquel s'ajoute évidemment le coefficient correcteur à 3,71 millions d'euros de l'État et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous percevons chaque année 115 000 euros de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à Wattrelos. Chacun comprendra la modicité de cette somme. Voilà, ça c'est pour 2021. Alors pour 2022 et au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Il y a donc qu'est-ce qui fait que nos recettes peuvent augmenter demain? D'abord, l'évolution du produit fiscal dépendra en premier lieu de l'inflation. L'inflation, c'est la revalorisation des valeurs locatives telles que la loi de finances, chaque année, la prévoit. La loi de finances pour 2022 prévoit une augmentation de 3% des valeurs locatives pour tenir compte de cette évolution de l'inflation que j'évoquais tout à l'heure. Je précise que cette revalorisation des valeurs locatives ne concerne ni le coefficient correcteur, qui ne bougera pas en 2022, donc il est au même niveau qu'en 2021, ni la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui ne sont pas revalorisées non plus, c'est gelé aussi en 2022. Donc 0% d'augmentation sur le coefficient correcteur et la taxe sur les résidences secondaires. En revanche, sur la taxe foncière, donc revalorisation liée à l'inflation, ce qui nous donnera normalement des recettes fiscales supplémentaires en 2022 d'environ 450 000 euros de plus. Ce qui peut aussi influencer l'évolution de notre produit fiscal, c'est bien entendu les nouveaux programmes immobiliers, les logements, les entreprises qui vont progressivement, dans les années qui viennent, entrer dans les bases taxables de la commune. Je n'ai pas la possibilité, au moment où je vous parle, de vous fournir des estimations à cet égard, mais on sait que c'est le deuxième facteur d'évolution. Alors, quelque chose que je n'ai pas inscrit sur le PowerPoint, mais que je vous livre néanmoins, c'est qu'une conséquence de cette situation est en effet que le nombre de personnes payant l'impôt local dans cette ville va changer. Il a même déjà changé. Il va changer dès lors que la suppression de la taxe d'habitation sera complète, c'est-à-dire à partir de l'exercice 2023. Seul, au terme de cette réforme, alors que nous avons, 41 000 habitants, il y a, je le rappelle, 18 000 foyers. Seuls, dorénavant, sur ces 18 000 foyers, 10 762 Wattrelousiens propriétaires, soit 26% des Wattrelousiens et 60% des foyers fiscaux, paieront la taxe locale. Le locataire, évidemment, ne payant plus la taxe d'habitation, ce qui veut dire, Madame la députée, je pense que le chiffre est aussi important que dans cette ville, 7 500 personnes à Wattrelos, c'est l'ordre de grandeur, je n'ai pas les chiffres à ce moment précis, ne paieront plus d'impôt local, c'est-à-dire tous ceux qui sont locataires et qui ne sont pas propriétaires. Donc on aura une concentration de l'impôt, mais ça c'est la conséquence de la réforme, sur les seuls propriétaires, mais sur les locataires, encore une fois, grâce à la réforme gouvernementale, 7 500 personnes vont être dispensées de l'impôt local à partir de 2023. Voilà quelques chiffres que je voulais vous indiquer sur l'évolution des ressources fiscales. Alors, ressources des dotations de l'État, recettes fiscales, troisième type de recettes, les autres. Alors là, je vais passer beaucoup plus rapidement, car ces autres recettes, elles ont des évolutions très contrastées. Elles se distinguent, je disais, par leur évolution en trois catégories. Il y a celles qui ne changent pas et qui ne changeront pas.
Je pense à l'attribution de compensation de l'AMEL, qui est gelée à 6 962 kg. Je pense à la dotation de solidarité communautaire de l'AMEL aussi, qui est gelée à qui variera guère de 961 kg. Et je pense au fonds départemental de péréquation, qui est de l'ordre de grandeur que nous anticipons à 340 kg. Deuxième type de recettes, celles qui sont dynamiques. En fait, c'est pas sont, c'est un singulier que je vais utiliser, c'est celle qui est dynamique. Ce sont les droits de mutation. Ils sont liés à l'activité, vous le savez, du marché immobilier outre-lausien. Ils sont d'ailleurs particulièrement dynamiques. Ils ont déjà dépassé pour 2021 1,2 million d'euros et seraient même, d'après les dernières estimations, de l'ordre de 1,29 million d'euros, c'est-à-dire presque 1,3 million d'euros. C'est-à-dire un haut niveau en 2021 qui est supérieur de 30% à celui de 2020 et qui est supérieur de 66%, de 2 tiers donc, à celui de 2016. La prévision de 2022, je l'ai inscrite sur ce PowerPoint à 1 250 000, mais si d'ici la préparation du budget, je n'exclus pas, selon les tendances du marché, de réviser éventuellement ce chiffre, puisque nous allons le dépasser dès 2021. On sera encore une fois à 1 290 000, presque 1,3 million. Est-ce qu'on peut espérer, on regardera selon l'évolution des ventes telles qu'on peut les connaître, si on peut espérer maintenir ou dépasser 1,3 million en 2022. Pour l'instant, je vous fais une estimation à 1,25. Enfin, troisième type de recettes, celles qui ne remontent que très progressivement. Ce sont celles-là qui nous préoccupent, je l'avoue, bien sûr. Ce sont les produits des services. Cantines, concerts, crèches, et on a déjà évoqué ce sujet à partir du moment où il y a moins d'activités municipales, où les écoles sont fermées, ou en activité réduite. Enfin bref, je ne vous fais pas le rappel de tout cela. Ces produits des services étaient de 2,77 millions d'euros en 2019. Ils ont baissé, je le rappelle aussi, de 25% en 2020 à 2,09 millions d'euros. Hors produits exceptionnels, je dis bien hors produits exceptionnels, ils ne seront que de 2,45 millions d'euros en 2021, ce qui veut dire que, ça c'est une réalité, nous n'avons pas retrouvé en 2021 les recettes de nos services de 2019. Voilà, en termes clairs, l'activité redémarre, mais elle redémarre lentement, progressivement. On est au-dessus, heureusement, de 2020, mais nous ne sommes pas encore au niveau de 2021. Et voilà, donc nous sommes vigilants à observer ce point-là avec les incertitudes sanitaires. Et nous sommes en plein dans ce type de questionnement. Saurons-nous retrouver cependant le montant des produits des services de 2019 en 2022 ? Bien sûr, nous l'espérons, mais ce n'est pas certain et je me dois évidemment de le rappeler. Voilà pour la première partie, les éléments de contexte. Sur la deuxième partie, il faudra évoquer quelle est la base de départ pour construire le budget 2022. Cette base de départ, c'est celle d'une ville dont la situation financière lui donne les moyens de ses ambitions. Je me limiterai à 2 indicateurs, bien connus et classiques, j'avoue, en la matière, les résultats et la dette. Premier indicateur, les résultats. Et là aussi, je ferai référence au compte administratif 2020, sur lequel nous avons déjà débattu, où l'on voit que malgré la secousse sanitaire, la situation reste celle d'une assise financière confortable pour la ville. Rapidement, quelques chiffres. Un résultat de gestion en 2022, 1,8 million d'euros. Un résultat cumulé de fonctionnement à 7,1 millions d'euros. Un résultat global fonctionnement plus investissement à 6,01 millions d'euros. Bref, en 2021, on a tout lieu de penser que les résultats devraient être également positifs et comparables à cet exercice 2020 pour maintenir une assise, en tout cas financière, confortable. Deuxième indicateur, la dette. Notre dette est une dette qui ne cesse de diminuer en quantité et de s'améliorer en qualité. En quantité, elle continue de baisser régulièrement depuis 2011, où elle était de 58,4 millions d'euros. Fin 2021, elle sera de 54,8 millions d'euros. On avait annoncé un chiffre de 55 millions l'année dernière en perspective. On aura fait un peu mieux. On est en dessous de cette cible de 55. Et je rappelle que nous étions à 55,6 fin 2020. En qualité, quels sont les indicateurs de qualité d'une dette ? Eh bien, d'abord, la part des emprunts à taux fixe, qui sont par nature plus sécurisés, qui continuent de s'accroître, 56,1% fin 2021, on était à 36,5% fin 2017. Les emprunts à taux fixe, c'est par nature plus sûr, il n'y a pas de surprise. Les emprunts structurés, eux, ne cessent de s'alléger, 25,4% fin 2021, ils étaient 40,8% fin 2017. La durée moyenne des emprunts qui continue de se raccourcir, elle est de 7 ans et 10 mois fin 2021, c'était 9 ans et 3 mois fin 2018. Enfin, le taux d'intérêt moyen ne cesse de diminuer.
Je rappelle qu'on était à 513 en 2016, on était à 3,217 en 2020, nous sommes à 3,157 en 2021. La tendance est très clairement baissière régulièrement. J'en arrive à la dernière et troisième partie, celle des 4 axes politiques du budget 2022. Ces 4 axes, c'est quoi? C'est la stratégie, les investissements, le fonctionnement, la fiscalité. Premier axe politique, la stratégie. Tout ce que nous faisons et ferons pendant toute la durée du mandat s'intègre sur cette stratégie. Et donc je ne la répéterai vraisemblablement pas tous les ans, puisque ce sera toujours la même. Nous réaffirmons notre volonté d'une stratégie financière méthodique, cohérente et constante. C'est en quelque sorte un carré vertueux, à court et à long terme. C'est quoi cette stratégie? Elle tient en 4 points. D'abord, conforter durablement les ressources de la ville sans utiliser le levier fiscal. J'y ai fait allusion tout à l'heure. La ville a structurellement un problème de recettes. C'est intéressant de regarder un peu le passé et de voir qu'en 2012, qu'avions-nous comme recettes? Nous avions 53,29 millions d'euros. En 2019, avant la récession, nous avions 53,24 millions d'euros. C'est-à-dire que, tout simplement, en d'autres termes, la ville n'est pas plus riche en 2019 qu'elle ne l'était en 2012. Je passe sur les raisons de ces évolutions entre, d'un côté, les évolutions d'abord à la baisse des dotations de l'État, puis après elles se redressent, mais entre-temps, dans les recettes fiscales, il y a eu le cataclysme de l'Ardoute aussi sur cette période-là qui a amputé nos bases taxables sur notamment la taxe foncière. Mais la réalité, c'est ça. On n'est pas plus riche en 2019 qu'on l'était en 2012. Ce qui veut dire que pour faire face à ces besoins, la ville, elle a besoin d'augmenter ses ressources. Alors pour augmenter ses ressources, il n'y a que 2 manières. Soit l'augmentation des impôts, augmenter le taux des impôts, soit augmenter les bases taxables, c'est-à-dire, si je puis dire, le gâteau, entre guillemets, comme disent les fiscalistes. Mais pour la majorité, je le réaffirme aujourd'hui, il n'est pas question d'augmenter les impôts, ni aujourd'hui, ni demain. C'est donc pour nous un fil rouge. Donc, si nous ne touchons pas au taux des impôts, cela veut dire, et ça c'est le premier élément de cohérence de notre stratégie, que notre objectif, c'est de travailler à créer des sources de recettes durables, d'où l'accueil des nouvelles entreprises et des projets d'investissement économique, d'où l'accueil de logements aussi supplémentaires et la mutation que vous connaissez de notre ville. Ça, c'est le premier point, conforter durablement les ressources de la ville sans utiliser le levier fiscal. Le deuxième élément dans cette stratégie, c'est dégager un autofinancement net positif et pour cela, encadrer durablement les dépenses de fonctionnement. C'est la clé de l'autonomie financière, je l'ai déjà évoqué, l'autofinancement net, c'est-à-dire une épargne positive, est absolument indispensable. Et là, nous affirmons un deuxième élément clé de notre cohérence, contenir aussi strictement que possible les dépenses, surtout de personnel, puisque l'autofinancement, c'est évidemment la différence entre les recettes, dont je viens de montrer qu'elles n'évoluaient guère, et les dépenses. Si vous voulez conforter votre autofinancement avec des recettes stables, il faut évidemment que les dépenses se réduisent et vous pourrez desserrer un peu la contrainte lorsque les recettes progresseront, mais elles ne sont pas encore là. Troisième élément troisième composante de notre stratégie, réduire le stock d'endettement. C'est là, je le réaffirme chaque année, une démarche volontaire, lever moins d'emprunts nouveaux que les remboursements d'anciens prêts que nous réalisons. Troisième élément clé, disais-je donc, de la cohérence, année après année, diminuer la dette. Enfin, quatrième composante de notre stratégie financière, tirer profit de l'élargissement des bases taxables pour, si possible, baisser les impôts. Quatrième élément clé de cohérence, baisser progressivement le taux de taxe foncière en lien avec l'évolution des ressources de la ville. Voilà, c'est dans l'axe politique sur lequel nous travaillons pour la préparation de ce budget 2022, l'affirmation d'une stratégie qui vaudra pour toute la durée du mandat et à partir de laquelle, évidemment, nous borderons nos réflexions sur nos recettes, nos dépenses et sur nos choix fiscaux. Deuxième axe politique du budget 2022, l'investissement. Des projets d'investissement qui se mettent en œuvre en 2022, ils sont de 4 natures. Les reports. Les reports, c'est quoi? C'est la réalisation des investissements qui ont été engagés en 2021, mais qui se finaliseront en 2022. Je cite en particulier, pour mémoire rapide, la fin des travaux de la salle de sport Jean Zay, il y en a pour 150 kg €, le nouveau City Stade, 72 kg €, le plan numérique à l'école, 70,5 kg €, sur lesquels d'ailleurs nous venons d'obtenir une subvention complémentaire.
de l'État, ce qui nous permettra peut-être d'aller un peu au-delà de ce que nous avions envisagé. Les équipements, la cuisine centrale, 93 kg € et le centre culturel, c'est-à-dire la salle de spectacle, où nous avons inscrit 760 kg € l'année dernière et qui seront donc reportés. La démolition et l'engagement du gros œuvre se fera à partir de... Enfin, pour la démolition, sans doute avant la fin du premier semestre et l'engagement du gros œuvre dès le début du second semestre. La poursuite, deuxième nature des projets d'investissement, la poursuite des engagements pluriannuels. Il s'agit surtout du programme pour l'accessibilité des personnes handicapées, 250 kg €, les économies d'énergie avec le remplacement progressif des chaudières, 170 kg €, la participation annuelle à la ZAC du centre-ville, 120 kg €. Trois grands projets, vous le savez, on a trois grands projets à conduire sur ce mandat. Le premier grand projet, c'est la salle de spectacle. Le deuxième, ça c'est l'accident auquel il faut faire face, c'est-à-dire la charpente de l'église Saint-Maclou. Le troisième projet, c'est la piscine. Donc le deuxième grand projet sera engagé au cours de cette année 2022, à savoir, disais-je, la rénovation des charpentes de Saint-Maclou. Maintenant, toutes les subventions possibles ont été obtenues, celles du département, de la région, de l'État. Et après le lancement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les travaux vont pouvoir s'engager avant l'été. Nous estimons, puisque ce seront des travaux qui s'étaleront sur 18 mois, pouvoir espérer réaliser en financement 1,5 million d'euros en 2022 sur un total, je le rappelle, de 2,5 millions d'euros de travaux. Quatrième nature d'investissement, les investissements qui sont liés à la réalisation du programme municipal, en entretien du patrimoine, à l'amélioration des services rendus. Pour l'essentiel, il s'agira... Évidemment, tout cela va s'affiner en lien avec les adjoints dans les semaines qui viennent pour construire le projet de budget. Il s'agira, disais-je, de la réalisation découlant du programme Ville Nature, à savoir la modernisation de l'éclairage public. Il semblerait y en avoir pour 140 kg €, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, 190 kg €, et la poursuite des véhicules électriques, 30 kg €. Et je rassure Sébastien Fitaman, ça n'est pas exhaustif et il le sait. La deuxième phase des travaux de rénovation thermique de l'école Ferdinand Buisson, 210 kg €. La fin de la réfection des allées du parc, a priori de l'ordre de 90 kg €, mais c'est un chiffre qui est à réexaminer. L'aménagement des espaces de jeux et de loisirs du parc urbain. Nous mettrons l'accent en 2022 sur justement toutes les animations du parc urbain. Je cite de mémoire la piste de skate, les jeux pour enfants, un street workout, un ordre de grandeur de l'ordre de 160 kg €. Les cimetières feront aussi l'objet de nos préoccupations avec 2 columbariums supplémentaires, ce qui représente 40 kg €, surtout des travaux, a priori de l'ordre de 150 kg € via la consolidation du réseau d'eau, ce qui n'est pas vraiment un luxe, et la création de cavurnes qui sont effectivement très demandées. Voilà pour l'investissement. Troisième axe politique, les dépenses de fonctionnement, elles sont et restent très encadrées. L'exercice 2022, il faut qu'on en ait conscience, sera tendu, car les dépenses de gestion sont sous pression inflationniste. Il n'y a pas une inflation en dehors de Waterloo sans qu'elle soit aussi à l'intérieur de la ville. Déjà, les factures d'énergie, telles que nous pouvons les anticiper, marquent une satanée revalorisation, comme pour tout le monde d'ailleurs. Les fluides, les produits alimentaires, bref, tout cela fait que nous aurons sans doute des besoins sous pression. Les charges financières, même s'ils sont en diminution régulière, je rappelle que nous avons économisé chaque année par rapport à 2012, 600 000 €, avec le désendettement, la baisse des taux d'intérêt, ce qui n'est pas rien, puisque ces 600 000 €, on peut les remettre ailleurs, évidemment. Ces charges financières, elles seront sans doute l'année prochaine impactées par la tendance au relèvement des taux d'intérêt et risquent de moins baisser que ces dernières années. J'évoquais tout à l'heure les questionnements sur les politiques des banques centrales. Ça aura évidemment des incidences sur les taux d'intérêt et évidemment, ça finira par se répercuter sur nos charges, même si, encore une fois, pour l'essentiel de nos charges d'intérêt, nous sommes à taux fixe, mais nous avons aussi quelques emprunts à taux variable. Cela aura une incidence. Enfin, clé de voûte de l'équilibre budgétaire, les dépenses de personnel sont contraintes. Nous sommes fixés un objectif de 34,8 millions d'euros en 2022. A priori, encore une fois, c'est une première estimation. Nous devrions avoir réalisé, si j'ose dire, 34,9 millions d'euros en 2021. Donc voilà, on essaiera de rester dans la même épure. Je précise que l'indemnité inflation qui a été décidée par le gouvernement sera versée aux agents municipaux, comme c'est prescrit, en janvier 2022. C'est un coût de 75 000 € pour le budget de la ville, qui sera normalement compensé par l'État, me dit-on, par un crédit de cotisation sociale dans le trimestre à venir.
Quatrième et dernier axe politique, une fiscalité qui est tendanciellement à la baisse. Ben oui, les impôts vont baisser en 2022, une nouvelle fois à Waterloo, j'allais dire, mais comme ailleurs en France, puisque s'agissant de la baisse de la taxe d'habitation, nous avons une certitude, c'est que la poursuite de la baisse, il y aura poursuite de la baisse évidemment pour les ménages qui la payent encore, baisse de 65%, puisque la dernière année de la taxe d'habitation pour ces ménages-là, ce sera en 2023, fin 2023, la taxe d'habitation aura définitivement disparu. Pour la taxe foncière, comme je l'ai dit dans la stratégie que j'évoquais tout à l'heure, la gestion de sa baisse éventuelle s'examinera en lien avec l'évolution des ressources de la ville. Il est aujourd'hui bien trop tôt pour savoir si nous aurons raisonnablement en 2022 une marge de manœuvre pour éventuellement baisser le taux de taxe foncière. Donc voilà, on examinera évidemment cela lorsqu'on aura clarifié dans quelques semaines l'évolution de nos recettes. Voilà, sur toutes ces bases, à la fois stratégie, investissement, fonctionnement, fiscalité, nous travaillerons à préparer un budget 2022 que nous voulons sérieux et cohérent, qui respecte et mette en œuvre nos engagements. Voilà, mes chers collègues, cette synthèse de ce rapport d'orientation budgétaire. J'espère ne pas avoir été trop long, ne pas vous avoir trop lassé. Alors, j'ai été saisi d'une seule demande d'intervention, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est M. Ricci, je crois. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Monsieur le maire, chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire dresse, comme l'an dernier, une vision idyllique de l'action présente de votre majorité et nous promet des lendemains qui chantent. Il a comme un goût de déjà-vu. Vous avez, comme à votre habitude, décrit le contexte mondial, puis européen, enfin français pour arriver. Il était temps à notre ville. Votre intervention, les Waterlooziens et Waterloosiennes l'auront compris, fait avant tout l'éloge de la politique menée par le président Macron. Cela n'étonnera personne et explique, selon vous, ce que vous considérez comme un bienfait pour notre commune. Bref, pour résumer, vous et votre majorité faites l'article en promouvant la politique du président Macron. Vous nous annoncez les grandes lignes de la préparation budgétaire 2022, à savoir pas de hausse d'impôts, un engagement des investissements lourds, notamment l'église Saint-Maclou et le centre culturel, la poursuite du désendettement et enfin un encadrement strict des dépenses et ce que vous appelez pudiquement un repli souhaitable des dépenses de personnel sur l'exécution 2021. En ce qui concerne la fiscalité, vous annoncez qu'il n'y aura pas de hausse des impôts locaux et que s'établira une poursuite de la baisse de la taxe d'habitation. Annoncer que les impôts n'augmenteront pas, c'est une manière, disons, délicate de dire aux Waterloosiens et aux Waterloosiennes qu'ils ne baisseront pas non plus en 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une promesse de campagne et comme... Excusez-moi, ça m'a troublé. Qu'ils ne baisseront pas en 2022, je vous rappelle qu'il s'agit d'une promesse de campagne. Comme vous l'avez dit en commission des finances, un mandat, c'est 6 ans. Comptez sur moi pour vous le rappeler chaque année. Faire la promotion de la continuité de la baisse de la taxe d'habitation s'apparente d'ailleurs davantage à un soutien au gouvernement actuel et à la politique qu'il mène. Cette baisse ne tient pas compte des autres augmentations qui plombent le pouvoir d'achat et nos concitoyens. Je vous invite à demander à nos aînés ce qu'ils pensent de l'augmentation de la CSG, par exemple. Bref, pour résumer, une baisse significative des impôts, toujours annoncée mais jamais réalisée. Vous abordez également ce que vous appelez l'engagement des investissements lourds du mandat, à savoir les travaux de rénovation de l'église Saint-Maclou, je le disais juste avant, et la construction du centre culturel. Nous soutenons bien évidemment ces investissements. Mais nous recommandons fortement la mise en place d'un plan pluriannuel d'entretien de notre patrimoine. Nous en avions déjà fait cette proposition de bon sens l'an dernier. Nous espérons être entendus cette année, ne sait-on jamais. Il ne faut pas attendre que notre patrimoine, nos écoles, nos salles de sport et autres équipements sportifs et culturels se détériorent au fil du temps pour constater les dégâts et, faute de moyens, expliquer que vous n'y êtes pour rien. Les Waterloosiens souffrent de ce manque d'anticipation. Et aujourd'hui encore, notre église est fermée depuis plusieurs années, sans parler de la piscine. Mais bon, nous y reviendrons sans doute, après tout, là aussi est une promesse de campagne. Pour ce qui est de la dette, elle reste... comme à l'habitude, abyssale. Une poursuite de la baisse du stock de dette à fin 2021, vous annoncez-nous. Encore une fois, les mots ont un sens. Plutôt une baisse cosmétique de 1,33%. Oui, vous avez bien entendu, 1,33%. Honnêtement, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres de la majorité, soyons sérieux.
Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser et de parler d'une baisse du stock de la dette, qui elle est par contre réellement effrayante. Nous parlons d'une baisse de 740 000 €, donc soit 1,33, et surtout la durée résiduelle de la dette ne baisse que trop lentement. Bien sûr que les financements et investissements sont nécessaires pour notre ville, mais nous devons aussi nous souvenir qu'à votre prise de fonction en tant que maire, la situation financière de notre ville était bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. En 2000, la dette était de 34,5 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est de 54,8 millions d'euros, soit plus de 20 millions d'euros supplémentaires. Pour que les Waterlosiens se rendent bien compte de la situation, ainsi que votre majorité d'ailleurs. Vous avez réussi ce tour de force d'augmenter la dette de 58,6%. Oui, vous avez bien entendu 58,6%. Faisons un peu de pédagogie. Pour dire les choses différemment, la dette par habitant est passée de 804 € par habitant en 2000 à votre arrivée, je le rappelle, à plus de 1 330 €, soit une augmentation de plus de 66%. Ça, chers collègues, c'est la réalité. Et pour quel résultat? Car effectivement, contracter des prêts pour des nouveaux équipements ou de nouveaux services, nous y sommes favorables. Mais 20 millions d'euros supplémentaires pour une piscine en moins, un patrimoine qui part à veau de l'eau et se détériore. Il est plus que temps que votre majorité réagisse. Nous vous rappelons qu'il reste de nombreuses promesses à tenir. La baisse d'impôts, la salle de spectacle, la piscine, le programme Ville Nature et une sécurité accrue, un nombre d'agents en augmentation pour la PM, augmenter les caméras que vous annoncez, en veux-tu, en voilà. Enfin, dernier point, la gestion du personnel. Lorsque nous vous recommandons de baisser les charges de dépenses du personnel l'an dernier, vous nous aviez alors qualifié, monsieur le maire, je vous cite, de morgantifs fonctionnaires municipaux. Et là, je constate que vous parlez en page 2, je vous cite toujours, d'encadrement strict des dépenses, repli souhaitable des dépenses de personnel sur l'exécution 2021. La seule différence, c'est que moi, j'assume. Les dépenses ont encore dérapé de plus 460 000 € depuis 2018, soit 70,58% du budget. Nous vous parlions lors de l'une de nos interventions précédentes de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Nous vous avions alors conseillé de réformer les services, d'évaluer les besoins, de mettre en place une politique de requalification des agents avec des changements de poste accompagnés. Nous constatons que la réorganisation en cours dans les services relève d'une réorganisation à la petite semaine, bien loin de ce que l'on peut attendre d'une commune de notre taille. C'est à désespérer. Force est de constater que le constat demeure le même que l'an dernier. Le budget que vous souhaitez construire est un budget subi et non un budget choisi. Quant au choix proposé, il s'impose malheureusement à vous et à votre majorité. Je vous remercie. Oui, bon, on ne nourrit pas une crédibilité avec des mots et des phrases toutes faites. Je ne vais pas en rebondir très longtemps, mais quand même. Moi, vous avez l'air de dire, oui, on soutient, on parle de l'économie, on parle de législatif, et puis on arrive enfin tardivement à parler de Waterloo. Bon. Il faut quand même savoir que, d'abord, nous ne sommes pas un village gaulois qui vit en dehors du temps et qui n'a pas de liaison. Nos dotations viennent de l'État, et donc ce que décide l'État, comment évolue l'État, c'est important, ses recettes, ses dépenses. Nos charges financières sont liées à des taux d'intérêt. Quelles sont les évolutions des taux d'intérêt? Ce n'est pas négligeable. L'évolution de la croissance économique, l'évolution de l'emploi, l'évolution du demandeur d'emploi dans notre commune, les besoins sociaux sont liés évidemment à l'évolution de l'activité. Donc tout cela est absolument nécessaire. Et je pense que le choix que j'ai toujours fait, c'est d'avoir un rapport d'orientation budgétaire pour nourrir un débat d'orientation budgétaire aussi précis que possible pour que l'ensemble des élus, et maintenant ceux qui nous écoutent, sachent que préparer un budget, ça ne va pas de soi. Ça se prépare techniquement, ça se prépare solidement, ça se prépare avec sérieux. Et donc expliquer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent comment on travaille à préparer un budget, à partir de quelle information, c'est cette stratégie méthodique, cohérente et constante que j'affirme. Donc, un budget la petite semaine et des évolutions la petite semaine, non. Franchement, non, non et non. Au contraire, je ne vais pas détailler trop précisément ce que vous avez évoqué. Vous dites que je soutiens la baisse de la taxe d'habitation. Ben oui, c'est une excellente réforme. J'ai dit tout à l'heure, 7500 Waterlosiens ne vont plus contribuer à Waterlosiens, ne vont plus payer la taxe d'habitation. Pas toujours les plus riches. Aussi beaucoup de locataires pour qui les 600, 700, 800 € de taxe d'habitation annuelle représentaient un effort significatif. Pardonnez-moi, mais en termes de gain de pouvoir d'achat, c'est quand même assez significatif. Et donc oui, je le soutiens particulièrement. On s'est engagé sur la baisse des impôts. Et alors,
j'ai été assez clair dans mon propos tout à l'heure, il serait déraisonnable de dire on va se priver des recettes, alors même qu'il y a cette situation que je viens de vous évoquer. Nous n'avons pas les recettes qui auraient augmenté de manière exagérée entre 2012 et 2019. On a les mêmes recettes en 2019 et en 2012. Comment est-ce qu'on finance des dépenses supplémentaires sans avoir les ressources pour les créer et pour pouvoir les assumer? Ce choix-là, quand même, il faut quand même l'avoir évidemment à la fois à l'esprit. Et lorsqu'on est en position de responsabilité, les responsables de l'opposition ont voulu prétendre et conduire, ce qui est légitime, c'est la démocratie, aux destinées de cette ville. Ils auraient dû, le cas échéant, faire la même analyse que moi des évolutions économiques, législatives, et en même temps sur les choix de la stratégie financière. Et on ne peut pas à la fois réclamer une baisse des impôts, donc se priver de ressources, vouloir augmenter fortement les investissements et entretenir le patrimoine, tout ce qui est légitime, et on s'efforce de le faire avec progressivité, réduire la dette, et comment la faire autrement que progressivement. Et je suis fier, moi, de cet effort financier qu'a fait la ville. Parce que qui ne voit comment, entre 2000 et 2020, la ville s'est modernisée, comment elle a changé? On me disait, il n'y a pas très longtemps, que dans une revue, sur 5 villes de la métropole qui étaient citées, en termes d'attractivité, Wattrelos figurait parmi les 5. Qui peut me dire qu'avant 2000, Wattrelos était cité dans les villes attractives? Au contraire. À l'époque, je me souviens très bien de mon prédécesseur qui me disait qu'il ne parlait plus d'ailleurs au monde économique, et vous le savez bien, M. Ricci, que la Chambre de commerce citait en rouge Wattrelos compte tenu de son taux de taxe professionnelle, et donc nous étions persona non grata à l'intérieur du milieu économique, et donc dans les recherches d'investissement. L'image a été complètement retournée par la modernisation de cette ville, les nouveaux équipements, je ne vais pas les détailler, la modernisation de son administration, la capacité aussi à se déployer dans les politiques contractuelles, bref, toute cette stratégie que je me suis efforcé de conduire et que je crois pouvoir représenter, parce qu'elle est méthodique, réfléchie, cohérente, et elle se veut sérieuse et responsable. Je ne vais pas faire des promesses à l'emporte-pièce où on va dire on va baisser fortement les impôts, on va réduire fortement la dette et on va faire des investissements supplémentaires. Mais quels sous? Mais quels sous? Je veux travailler, nous voulons travailler. C'est la position de la majorité, je l'ai dit tout à l'heure, à doter cette ville de ressources durables plus importantes. Nous ne le ferons pas en augmentant les impôts. Et ça, c'est clair, c'est un engagement. C'est un engagement. Et si nous avons des ressources qui s'améliorent, nous prenons l'engagement de baisser le taux de taxe foncière. Nous le ferons. N'ayez aucune crainte. Soyez le gardien aussi vigilant que vous voulez, je l'assume. Et toute sa majorité avec moi l'assumera. Voilà, je ne vais pas être plus long sur tout cela. J'ai des promesses à tenir, nous les connaissons, nous en sommes les comptables. Chaque budget, les uns après les autres, décline la traduction concrète en financement de fonctionnement ou d'investissement des promesses que nous avons faites, et vous pourrez, en bon scribe et en bon censeur, et peut-être en procureur, en 2026, pouvoir reprendre ce que fut le programme de la majorité en 2020 et ce que furent les réalisations de la majorité, et vous verrez, comme nous l'avons fait dans le mandat précédent, une parfaite adéquation entre ce que nous avons dit que nous allions faire et ce que nous aurons effectivement réalisé. Voilà, je n'ai pas besoin d'être plus long sur le personnel en termes de réorganisation à la petite semaine. Ça aussi, c'est un effet de tribune. Moi, j'observe que mois après mois, et notamment après la refonte en profondeur des organigrammes de la ville pour mieux s'adapter aux politiques et notamment aux programmes que nous avons mis en ordre, nous sommes en train de consolider la mise en œuvre de cet organigramme que symbolise évidemment l'arrivée d'un nouveau directeur général des services, mais pas seulement, parce que, encore une fois, une fois qu'on sait où on veut aller, il faut évidemment adapter l'administration aux moyens de réaliser ces objectifs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, pas besoin d'être plus long. Nonobstant la non-intervention de M. Soyer, on peut donc reconnaître que débat il y a lieu et qui se poursuivra. 6 ans durant, encore 5 ans. Chirac, je sais ce qu'il aurait dit, mais on va dire, bon, je sais ce que vous pensez, donc, mais on va s'en arrêter là. Bien, donc je dois donc vous consulter. Peut-on admettre que le débat a eu lieu? Il y a eu des votes contraires. Donc je dois préciser évidemment que
la délibération, je le dis pour ceux qui nous écoutent, ne reconnaît simplement que le débat a eu lieu, point final, ne porte pas d'appréciation sur le fond du débat. Voilà, donc unanimité, bien entendu. Madame De Smet, on va arriver à vos rapports. Les rapports 2 à 4, 6, je vous propose de d'abord présenter les rapports 2 et 3 et on passera les rapports 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 6 dans un deuxième temps. Voilà, deuxième grand temps, si je puis dire, de cette séance. Merci, Monsieur le maire. La délibération numéro 2, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 2020. La ville perçoit la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Cette dotation a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et qui supportent des charges élevées. Elle s'élève pour 2020 à 7 885 967 €. Il s'agit d'une dotation non affectée. Elle est libre d'emploi. Et il appartient simplement au conseil municipal de prendre acte de la présentation d'un rapport annuel qui reprend l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions mises en place et les moyens qui y sont affectés. C'est aujourd'hui pour moi, Monsieur le maire, une fierté de vous faire une présentation succincte mais éclairante sur tout ce qui est mis en œuvre sur notre territoire au titre de cette DSU. Nous avons fait le choix cette année de faire 3 focus. Un premier qui concerne l'éducation et la réussite éducative. Chacun sait combien la réussite éducative est une priorité pour notre majorité. En témoigne encore, s'il en est besoin, l'action coup de pouce pour laquelle nous étions ici la semaine dernière avec nombre de parents et d'enfants pour une action qui est très publicitée dans notre ville. Nous mettons tout en œuvre pour construire un parcours de réussite éducative pour chaque enfant. Nous développons beaucoup d'actions pour accompagner les écoles, pour faire de l'accompagnement à la scolarité, pour le périscolaire, l'ouverture à la culture pour tous, avec des actions comme Demos ou l'orchestre à l'école, une programmation culturelle riche, gratuite, ouverte à tous les enfants, sans oublier un programme de réussite éducative annexé au contrat de ville, avec un accompagnement individualisé des enfants et des familles, ce qui représente rien que pour cette année une enveloppe de 217 000 €. Un deuxième focus sur la jeunesse. Dans la continuité des actions que je viens de vous citer, et toujours pour favoriser la réussite pour tous, nous aidons nos jeunes dans leur vie quotidienne et dans les loisirs. Des actions pour l'accès à l'emploi en partenariat avec la mission locale qui a su, conduite par mon collègue M. Mekki, renforcer le partenariat avec Pôle emploi qui est maintenant reconnu dans la métropole. Les actions, une fois encore, d'accompagnement à la scolarité. Des actions pour préparer au BEPC, préparer au passage du bac. Le remboursement des licences de sport pour les moins de 18 ans. Il y a aussi l'attention et l'accompagnement que nous portons, notamment dans le contrat de ville, pour toutes les actions menées par les associations, les centres sociaux, ActiJeunes, Horizon 9, Agir.com, autant d'associations que nous accompagnons et que pour un meilleur avenir pour nos jeunes. Un troisième focus aussi sur les solidarités. On fait beaucoup à Wattrelos pour l'action sociale. Des actions qui sont le corps de métier pour un CCAS, certes, mais on va bien au-delà de toutes ces actions. L'aide à la restauration scolaire. 590 enfants ont été aidés en 2019-2020. Les bourses d'enseignement supérieur. 280 dossiers pour une enveloppe de 115 000 €. Le permis solidaire. La prise en charge du permis des jeunes inscrits dans un projet professionnel. 40 jeunes dans ce dispositif. L'accompagnement d'associations humanitaires ou caritatives telles Oronia, Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur. La crise sanitaire a mis en évidence bien des difficultés liées à l'isolement. Nous avons donc aussi, en partenariat avec ma collègue élue, Madame Coquel, imaginé une plateforme d'appel pour les plus âgés. 330 personnes inscrites dans ce dispositif. Et sans oublier le quotidien, les aides à domicile, SOS, dépannage. Voilà, Monsieur le maire, voilà, mes chers collègues. Loin d'être exhaustif, à la lecture de ce rapport sur ces 3 focus, on voit combien cette DSU est nécessaire à notre ville, mais surtout, je pense, combien elle est bien utilisée à Wattrelos. La délibération numéro 3.
C'est une délibération administrative. Nous avons passé il y a quelque temps les lignes directrices de notre politique RH. Il convient aujourd'hui de valider les critères d'évaluation de la promotion interne en vue de la prochaine CAP. J'en ai fini pour ces deux-là. Merci, Madame. La première adjointe, alors sur la délibération sur la DSU, des objections, des votes, des abstentions, donc adopté à l'unanimité. Merci. Sur la délibération numéro 3, d'ailleurs, critères d'évaluation issus des lignes directrices de gestion. Lignes directrices de gestion, ça veut dire qu'on sait où on va, donc c'est pas une gestion à la petite semaine. Très bien. Donc, des votes contre, des abstentions, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci, Madame. Vous avez les rapports ensuite 4.1, 4, 4.1 jusqu'à 4.6. Ces délibérations concernent les nouvelles règles du temps de travail de nos agents. La loi de transformation publique impose dorénavant le respect d'un temps de travail égal à 1607 heures annuelles pour un agent à temps plein. À Wattrelos, nous étions très proches de cette norme, mais la loi ne permet plus, en plus de cet horaire, ne permet plus les journées de congé octroyées localement. Il nous appartenait donc de rééquilibrer le temps de travail de chacun de nos agents pour entrer dans cette législation. Nous avions validé lors d'un précédent conseil un cadre général, dit cycle classique. Alors avant toute chose, je vais vous présenter la délibération numéro 4 qui apporte quelques petites modifications à celles présentées en fait 2 petites modifications sur celles présentées au précédent conseil. Dans cette délibération, nous avions fixé le lundi comme jour chômé dans le cadre de ce cycle classique. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il apparaît que certains services, pas très nombreux, peuvent être amenés à travailler le lundi et chômer un autre jour de la semaine. Pour exemple, les services scolaires sont calqués sur le fonctionnement des écoles et donc travaillent le lundi et ne travaillent pas le mercredi. Cette délibération numéro 4 consiste à un rectificatif de l'article numéro 6 pour aller en ce sens. Par ailleurs, nous avions fixé dans la délib une régularisation horaire portée sur une semaine. Le législateur prévoit 15 jours et donc il n'y a pas lieu d'être plus strict que le législateur, donc on réintègre les 15 jours. C'est l'objet de cette délibération numéro 4. Les délibérations suivantes correspondent donc à la mise en application des 1607 heures annuelles pour les services dits en cycle spécifique. Nous avons tenté de regrouper ces délibérations de manière cohérente et en fonction de thématiques. On arrive donc à 6 délibérations, 6 regroupements. Une première délibération pour l'éducation, le sport, la restauration, qui va reprendre tous les métiers de l'éducation, l'ATSEM, animateur, référent de site, éducateur sportif, service de restauration. Une deuxième pour l'enfance, les crèches et le RAM. Une troisième délibération pour la police, les policiers municipaux, les ASVP. Une quatrième pour la proximité et la ville nature, la ferme, les étangs. Une cinquième pour la culture et l'animation, on y retrouve la bibliothèque, le musée, l'école de coupe et couture, la BAM, le centre social, salle en gros, le SAVA, le protocole et la communication. Et une dernière pour le patrimoine, où on retrouvera le cimetière et tous les agents d'entretien du patrimoine. La durée annuelle de 1607 heures est décomptée de la façon suivante par le législateur. Le nombre de jours de l'année, 365, auquel on retire les repos hebdomadaires, auquel on retire les congés annuels fixés à 25 jours, auquel le législateur décompte 8 jours fériés. C'est une moyenne qui a été calculée et qui est donnée par le législateur. Et on obtient 1596, enfin un arrondi à 1600 heures, plus les 7 jours de solidarité, ce qui nous mène à 1607 heures. Le législateur nous donne la possibilité d'octroyer des jours de suggestion en fonction de la pénibilité horaire. Je précise bien, il s'agit d'une pénibilité horaire des emplois. Nous avons donc tenu compte pour chacun des métiers de diverses suggestions liées aux horaires. Le nombre de jours travaillés par semaine, 4 jours et demi, 5 jours. Le nombre d'heures travaillées par jour, journée continue ou pas. Le travail du samedi,
le travail du dimanche, les heures tardives, les rythmes parfois déstructurés, des services qui en fait, en fonction des animations et de la vie de Wattrelos, les horaires peuvent varier. Et nous avons, conformément à ce que nous permet la législation, accordé un nombre de jours de suggestion en plus qui peut aller d'une journée à 5 journées. Et à partir de là, nous avons déterminé ainsi un cadre pour chacun des métiers répertoriés, et c'est l'objet des 6 délibérations qui sont jointes à la première. Pour qu'au bout du compte, chacun travaille 1607 heures sur l'année. Il s'agit d'une norme nationale établie dans un souci d'équité sur tout le territoire. Nous avons, nous aussi, en conséquence, travaillé dans un souci d'équité, tout en veillant à ne pas trop chambouler non plus l'organisation des services, mais surtout l'organisation de travail de nos agents, car on sait qu'il y a toujours derrière une organisation familiale. Nous en avons tenu compte. Nous avons travaillé avec les partenaires sociaux, et je les remercie pour la qualité des échanges. Toutes ces délibérations ont été travaillées à plusieurs reprises dans un bon esprit et ont été présentées en comité technique mercredi dernier, hier. Oui, c'est ça, hier. Les délais étaient très courts. C'était un travail de titan. C'était un challenge de réussir à passer tout cela avant la fin de l'année. Et Wattrelos est au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous non seulement sur les délais, mais nous sommes au rendez-vous sur la qualité de ce qui est produit. Ce travail a été réalisé dans le respect et en bonne intelligence. Nous avons travaillé, je le répète, en toute transparence, dans un souci d'équité des différents services, en veillant, je le répète, à ne pas chambouler l'organisation des services, ni celle des familles, mais bien sûr et surtout avec la volonté première d'assurer un service de qualité aux Wattrelosiens. Je suis fière du travail qui a été réalisé par la collectivité. Je remercie tout le monde. Notre DGS, qui à peine arrivé, s'est retrouvé sous le feu de l'action. La directrice générale des services des ressources humaines, votre cabinet, monsieur le maire, qui a été d'une grande aide, et toutes les organisations syndicales qui nous ont accompagnés pour ce travail. J'en ai fini, monsieur le maire. Bien, merci madame. Une précision. Votre langue a fourché tout à l'heure, mais comme c'est enregistré, il faut le préciser, vous avez dit 7 jours supplémentaires de solidarité. Non, c'est le jour de solidarité, c'était 7 heures. Voilà. Je dis parce que après on dit oui, mais la première adjointe, elle a dit 7 jours de plus. Non, voilà, c'est 7 heures de plus. On passe de 1600 à 1607 heures. Voilà. Votre générosité, tout de suite, a pu se traduire. Et je voudrais joindre mes remerciements aussi parce que ce travail est complexe, il est lourd. Vous avez raison, DGS, il n'a pas eu le choix en arrivant. D'ailleurs, je pense que c'est... Je lui avais dit dès le début, voilà, il y a ça à faire pour la fin de l'année. Mais on a travaillé avec, évidemment, l'examen vigilant du préfet et des services préfectoraux, pas nous en particulier, puisqu'ils s'occupent de l'ensemble des collectivités territoriales. Mais nous aboutissons à un exercice extrêmement équilibré, de qualité, il faut le dire, bien sûr. Pas satisfaire tout le monde, mais sur le fond, l'équité a été au rendez-vous et il faut le retenir. On parlait d'un travail de titan, vous avez cité le DGS, c'est vrai, je lui rends hommage, et vous avez cité la directrice générale des ressources humaines, elle s'est beaucoup investie aussi, vous avez cité mon cabinet, elle est là pour ça, mais je veux aussi lui rendre hommage. Moi, vous comprendrez, mes chers collègues, que je voudrais rendre hommage aussi à notre première adjointe qui... s'est beaucoup mobilisé sur ces dossiers avec le caractère, comment dirais-je, souple qui est le sien, mais qui lui a permis à la fois de consacrer beaucoup de temps, à titre personnel, à titre aussi de son mandat d'élu, à essayer de comprendre, décortiquer, essayer de bâtir des scénarios, bref, de jouer son rôle d'élu, une élue de grande qualité qu'elle est, sur des matières dont qui n'y était pas coutumière avant que je lui confie cette responsabilité, et elle a fait honneur à notre équipe. Voilà, je veux le dire parce que je transmets ces délibérations avec confiance aux services préfectoraux, si tout du moins, évidemment, le conseil municipal les vote, mais mes chers collègues, ça ne dépend que de vous. Je n'ai pas été saisi de demande... merci, Myriam. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, je peux les mettre au voie globalement, je suppose, il n'y a pas de vote spécifique. Bon. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Madame Desmet, vos délibérations sont votées à l'unanimité de notre Conseil. Bravo à vous. On peut l'applaudir. C'est vous, avez raison. C'est vrai. Allez, rapport d'orientation budgétaire. Moi, j'ai remarqué que vous ne m'aviez pas applaudi, mais je ne vous en veux pas. Délibération du personnel. C'était, si j'ose dire, les deux gros morceaux de notre Conseil. Maintenant, on va pouvoir passer plus rapidement sur les autres délibérations. Madame Coquel, vous avez le rapport suivant. Le 5. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération concerne l'exploitation des ducasses et fêtes foraines, autre occupation du domaine public. Il s'agit d'une révision annuelle des tarifs. Depuis janvier 2018, le 1er exactement, la société Mandon a succédé donc à la société Géraud dans le cadre d'une délégation de service public d'une durée de 5 ans. Donc l'article 16 du contrat prévoit l'application d'une clause d'actualisation tarifaire selon le mode de calcul que vous trouverez donc sur vos documents. Elle représente pour 2022 une augmentation de 3,12%. Et l'article 17 stipule également une révision de la redevance forfaitaire versée par le délégataire est fixée à 57 878,57 € pour 2021. L'application de l'indexation des tarifs influe sur le montant de cette redevance. Ainsi, dans le cadre du nouveau contrat, la redevance pour 2022 sera portée à 59 684,38 €. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, de vote contre, des abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Monsieur Gadeau, vous avez les rapports 6 et 7. Voilà. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, deux délibérations techniques habituelles. La première, c'est le rapport numéro 6, délégation du service public gestion de la fourrière automobile communale, la signature du contrat. En effet, comme vous le savez, il y a eu plusieurs délibérations avant celle-ci concernant ce sujet. Il y a eu d'abord le vote comme quoi on autorisait à faire une délégation de service public. Il y a eu l'appel d'offres, la CAO et aujourd'hui la conclusion, c'est-à-dire qu'il y a deux sociétés qui ont répondu. Une des deux sociétés qui remplissait les critères comme l'autre a été choisie. Et aujourd'hui, cette délibération, c'est pour autoriser monsieur le maire à signer le contrat. La deuxième délibération, c'est les critères barème des concessions des droits divers à compter du 1er janvier 2022. Cette délibération passe tous les ans à la même époque. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la révision des tarifs des concessions et droits divers avec une hausse en moyenne de 1% qui continue pour la commune de Wattrelos par rapport aux communes autour à être légèrement inférieure au niveau des coûts pour les familles. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur Gadeau, pour votre concision. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, encore une fois. Des votes contre, des abstentions, adopté l'unanimité. Merci. Nous arrivons à monsieur Mecky, délibération 8 et 9, usuel. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, concernant donc la délibération numéro 8, en l'espèce, il s'agit d'une sollicitation de l'association ARI pour participation financière de la commune pour la réalisation de l'action ARI Chantier Espace Vert Beaulieu, en partenariat avec Vilogia. Les buts visés sont l'entretien des espaces verts et visent le retour à l'emploi durable des bénéficiaires du chantier qui habitent le quartier. Le montant étant de 30 000 €, d'où la convention selon décret. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Alors, concernant donc le rapport numéro 9, en l'espèce, donc il s'agit d'une sollicitation de l'association Résidence Plus pour participation financière de la commune pour la réalisation d'une action d'insertion de qualification liée au métier du BTP s'adressant à des Wattrelousiens. Le but visé étant le retour à l'emploi durable des bénéficiaires du chantier. L'opération étant cofinancée par Vilogia, l'État et le département du Nord. Le montant est de 35 000 €, d'où la convention selon décret. Il est donc proposé également donc, au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions. J'en ai fini, monsieur le maire. Je vous remercie. Merci, monsieur Mecky. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention ni des votes contre. Des abstentions, adopté l'unanimité. Merci, monsieur Mecky. Madame Reffers, vous avez les 10, 11, 12. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais repousser le bouton, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Donc, rapport numéro 10, nouveau programme de renouvellement urbain des villas, protocole foncier entre la ville de Wattrelos, la MEL, Vilogia et 3F Notre Logis.
Le quartier des Villas a été identifié parmi les quartiers prioritaires comme secteur présentant des dysfonctionnements urbains importants et a donc été retenu en tant que quartier d'intérêt régional par arrêté ministériel du 29 avril 2015 dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU. La convention NPRU, signée en février 2020, fixe les ambitions et les engagements de l'ensemble des acteurs concernés. Considérant que le projet des villas entre dans sa phase opérationnelle, la présente délibération propose au conseil municipal la signature d'un protocole foncier relatif aux cessions foncières entre les 4 signataires qui sera le socle des échanges. Ce protocole annexé à la présente délibération a pour objectif de préciser le programme détaillé de l'opération urbaine à mettre en œuvre, le phasage opérationnel, l'échéancier prévisionnel ainsi que les engagements des parties. Rapport numéro 11, schéma de mutualisation 2021-2026, convention entre la métropole européenne de Lille et les communes, volet urbanisme. À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir tout dépôt de demande d'urbanisme de façon dématérialisée. Pour ce faire, la MEL propose, dans le cadre de son schéma de mutualisation, de faire bénéficier 1. de son guichet numérique des autorisations d'urbanisme, ce qu'on appelle le GNO, pour les instructions des permis de construire, les certificats d'urbanisme, les déclarations d'aliénés. Deuxièmement, de mettre à disposition son registre dématérialisé des procédures de participation du public. Ça concerne les enquêtes publiques, les concertations préalables, etc. Cette mutualisation permettra également de ne pas faire porter à notre commune le poids humain et financier de la mise en place d'un tel dispositif qui ne s'avérera nécessaire que très ponctuellement. Par ailleurs, dans de nombreux cas, le maire peut refacturer ce montant au maître d'ouvrage du projet. Je précise, au-delà de la mise en œuvre légale du guichet numérique, l'importance particulière accordée par la ville de Wattrelos à l'accueil des pétitionnaires et à leur accompagnement. Un dispositif d'accompagnement au dépôt électronique des demandes d'autorisation d'urbanisme sera mis en place et proposé aux Wattrelosiens. Rapport numéro 13, dénomination de voirie, site de la Lénière. L'aménagement du site de la Lénière qui s'étend sur 33 hectares à la mitoyenneté de Roubaix et Wattrelos et qui a vocation à accueillir des activités économiques et des logements nécessite la création de nouveaux espaces publics qu'il convient de dénommer. Un groupe de réflexion réunissant des élus de la ville de Wattrelos a travaillé à des propositions de dénomination de ces espaces, lesquelles sont retranscrites dans le plan joint. Il est donc proposé de prendre acte des dénominations suivantes. Rue du Peignage Amédée Prouveau, qui sera une dénomination commune aux deux villes. La rue de la Reine, également dénomination commune aux deux villes. La rue de l'Horloge, dénomination commune aux deux villes. Le passage des 100 pas, situé entre la rue du Commando Bossu et la rue du Peignage Amédée Prouveau. La promenade des Labeurs. Et enfin, les squares des Navettes, de la Laine et des Fileuses qui viennent émailler la promenade à la jonction des voies de circulation. J'ai terminé, monsieur le maire. Merci, madame. J'espère ne pas vous avoir vexé, car tout à l'heure, j'ai parlé des gros dossiers. Un de ceux que vous avez présentés, le second, est aussi un gros dossier qui va changer la vie de bien de nos concitoyens, parce que dématérialiser toutes les opérations d'urbanisme, les dépôts de dossiers, etc., on ne mesure pas, tant qu'on n'a pas été élu, l'ampleur de ces sujets, l'ampleur des documents à fournir, en termes clairs, la paperasse, voilà, qui est à remettre et à valider. Voilà, ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre, on le sait, mais je pense que c'est une mutation extrêmement importante pour la modernisation de l'administration et la modernisation des relations entre la population et les services municipaux.
et mes services de la MEL d'ailleurs en règle générale. Merci. Alors, je mets aux voix ces délibérations. Je pense que je peux les mettre aux voix globalement. Pas de vote contre. Monsieur Ricci, non. Monsieur Soyer non plus. On peut les votes contre, les abstentions. Donc les 3 délibérations sont votées à l'unanimité, madame. On arrive à la délibération de madame Lestienne qui est absente et donc je vais la présenter puisque j'ai déjà annoncé lors du dernier conseil municipal dans une communication que la MEL nous avait accordé deux subventions au titre du fonds de concours transition énergétique et bas carbone. Il s'agissait de 27 528 € pour participer au financement du remplacement des chaudières à l'école Ferdinand Buisson. Il s'agissait aussi de 33 505 € pour le remplacement des chaudières, plus globalement d'ailleurs dans le programme que nous mettons en œuvre. Il s'agit de recevoir de l'argent, je pense que personne ne sera contre, et donc cette délibération a pour vocation de nous autoriser à encaisser ces subventions. Bienvenue de la métropole européenne de Lille. Il ne peut pas être saisi d'intervention, des votes contre, des abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous transmettrons Madame Lestienne. Madame Zaidi, vous avez le rapport 14. Merci, Monsieur le maire. Rapport 14. Séjour en gîte, participation des familles aux dépenses de fonctionnement. Chaque année, des séjours en gîte sont organisés durant les vacances de printemps. Durant ces 2 semaines de vacances, la ville organise 2 séjours à destination d'une centaine d'enfants. Ces vacances se déroulent dans la région des Hauts-de-France sous réserve des disponibilités. Les gîtes sont prévus sur la Côte d'Opale et dans l'Avesnois. Cette activité, majoritairement financée par la commune, une participation financière est demandée aux familles qui peuvent également effectuer les règlements par chèque vacances. Cette participation est à régler par prépaiement au guichet de la régie municipale. Un montant de 18 € la nuitée, soit 78 € la semaine, est demandé. Pour référence, cette somme est identique à 2020. En 2021, les gîtes n'ont pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. Délibération aussi classique qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'intervention. Donc des votes contre, des abstentions, adopté l'unanimité. Merci, madame. Nous arrivons au rapport de monsieur Delfos pour valider par convention ce que vous avez fait voter la dernière fois. Donc, monsieur Delfos, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal du 22 octobre 2021 a approuvé le versement d'une subvention exceptionnelle de 5 000 € s'ajoutant à la subvention de fonctionnement de 20 700 € prévue au budget primitif 2021 pour l'association USW section football. Or, la loi du 12 avril 2000 rend obligatoire la conclusion d'une convention dès lors que le cumul annuel de subventions d'une association est supérieur à 23 000 €. Par délibération précédente, le conseil municipal a autorisé la conclusion d'une convention de partenariat avec l'OMS et l'association USW. L'administration municipale propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant 6 juin à la charte de partenariat entre la ville, l'OMS et l'USW. J'en ai terminé, monsieur le maire. Bon, j'espère que le conseil municipal va m'autoriser à signer cet avenant. D'autant que je crois que l'USW, j'ai une pensée pour son président qui vient de présenter sa démission, Pierre-Olivier Kettler, on a besoin, et c'est la reconnaissance d'ailleurs de sa montée, puisque ça a un coût pour les clubs. Voilà, pas d'objection, pas de demande d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Madame Boite, vous avez le rapport numéro 16. Merci, monsieur le maire. Les nouveaux locaux de la LPA de Roubaix ont été inaugurés le 26 novembre dernier. S'ils permettent d'accueillir les animaux dans la dignité, ils ne sont hélas que provisoires, car ne répondant pas aux contraintes réglementaires auxquelles les fourrières animales sont soumises. Ce sont plus d'une 50aine de communes, tant de la MEL que hors de la MEL, qui se retrouvent dans l'obligation à moyen terme de trouver un lieu et un mode d'exercice de la compétence. Pour répondre à la complexité du sujet, il est proposé d'organiser cette compétence de manière mutualisée entre les communes qui le souhaitent, en créant un syndicat intercommunal à vocation unique, le SIVU. Cette création va se dérouler en 3 phases successives. La première phase consiste à recenser les collectivités qui sont volontaires pour intégrer ce SIVU. À l'issue de cette phase, le préfet prendra un arrêté de fixation du périmètre du syndicat. Les communes listées dans cet arrêté de périmètre pourront alors élaborer des statuts partagés qu'il conviendra d'adopter dans un second temps. En termes identiques, dans chaque conseil municipal, le préfet pourra alors créer le syndicat par un second arrêté préfectoral.
Une fois le syndicat créé, la troisième phase consistera pour le futur comité syndical en l'identification d'un site conforme à la réglementation, la construction d'une nouvelle fourrière sur ce site et le choix du mode de gestion de l'équipement. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'acter, au titre de la première phase, de la volonté de la ville de Wattrelos d'intégrer ce futur syndicat et de figurer dans l'arrêté de périmètre à venir. J'en ai fini. Merci, Madame, de ces précisions juridiques. Je revendique d'avoir été le premier en conférence des maires à avoir plaidé pour qu'on crée un syndicat intercommunal pour traiter de ce dossier qui n'avait que trop tardé. Donc je me félicite de la mise en place de ce syndicat, du volontariat d'un certain nombre de communes, qui n'ont pas, et certaines n'ont pas encore mesuré qu'il s'agit là pourtant d'une obligation légale. Et si elles veulent se mettre en dehors et rester en dehors, c'est leur affaire. Mais Wattrelos sera bien dedans, et merci de cette délibération essentielle. Beaucoup pensent qu'il n'y a qu'à, comme on dit, il n'y a qu'à créer une LPA, il y a qu'à créer un... Non, c'est pas si simple que ça. Et parce qu'il va falloir, mes chers collègues, dans ce syndicat intercommunal, payer l'investissement, trouver le terrain, on en a parlé, ce qui n'est pas rien, conforme au plus, payer l'investissement, payer le fonctionnement, ensuite rembourser les emprunts. On se retrouvera ensuite pour la charge que ça représentera. Mais il faut au moins poser le socle, il faut poser la base de la bâtisse, si j'ose dire, et c'est l'adoption de la création de ce syndicat et l'adhésion à ce syndicat intercommunal. Merci, Madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? On va pouvoir y aller. Ça a été adopté l'unanimité, Madame. Donc, Madame Amami Belaïd, le rapport 17. Il faut pousser le bouton, Madame. Pas l'habitude, voilà. Décidément. La délibération 17 est relative au recensement de la population et aux modalités de paiement des agents qui seront en charge de ce recensement. Wattrelos étant une ville de plus de 10 000 habitants, le recensement va concerner en 2022 8% des logements, ce qui représente 1419 logements. Cette enquête qui est obligatoire va permettre de connaître le nombre d'habitants de la commune et d'ajuster l'action publique aux besoins des Wattrelosiens. Pour ce recensement, l'INSEE a prévu une dotation de 7 306 € qui permettront de payer les indemnités du personnel. Donc il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver les dispositions énoncées et de décider de l'ouverture au budget de 2022 des crédits nécessaires. Merci, Madame. Classique, encore une fois, mais nécessaire. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Évidemment, le recensement de la population, il faut le faire. Et donc, ça a des conditions. Eh bien, donc, adopter l'unanimité. Merci. Madame Dujardin, vous avez le rapport numéro 18. Merci, Monsieur le maire. Alors, ce rapport concerne les révisions annuelles des tarifs 2022 sur l'exploitation des marchés de plein air. Chaque année depuis 2018, date à laquelle la société Mandon a obtenu la délégation de services publics pour la gestion des marchés d'approvisionnement et autres occupations du domaine public, il y a une révision annuelle des tarifs pour l'exploitation de ces marchés. Pour l'année 2022, l'augmentation s'élève à 3,12%. En numéraire, cela se traduit entre 2 à 5 centimes supplémentaires par poste, ce qui fait au total 1 805,81 € de plus par rapport à l'année 2021. La redevance devrait rapporter 59 684,38 € à la commune pour l'ensemble de ses prestations. L'administration municipale invite le Conseil à adopter les nouveaux tarifs pour l'année 2022. Merci, Madame. C'est conforme à ce qu'on a fait tout à l'heure, évidemment, pour le cahier des charges des fêtes. Voilà, pas été saisi du mode d'intervention, donc des votes contre, des abstentions, donc adopté l'unanimité. On arrive à mes deux derniers rapports. Le rapport numéro 19, qui est celui qui vise l'adoption de mesures conservatoires pour le budget s'agissant des investissements. En effet, cette délibération est usuelle en cette période de l'année. Elle est nécessaire. Dès lors que le budget 2022 ne sera pas voté avant la fin décembre, cette délibération vise à autoriser les services à dépenser en investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à savoir pour les chapitres concernés, le chapitre 20, la somme de 150 000 €, pour le chapitre 204, la somme de 6 000 €, chapitre 21, les 594 000 €, et enfin
au chapitre 23, 257 500 € conformément à la délibération. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur cette délib. Il y a des votes contre, des abstentions sur ces mesures conservatoires. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le rapport numéro 20 est une décision modificative de très modique ampleur, puisqu'elle présente des ajustements pour notamment nous permettre d'encaisser les fonds de concours de la délibération de Mme Lestienne que j'ai présenté tout à l'heure, de verser les subventions aux associations sportives qui avaient présenté Jacques Delfort à la dernière séance et que nous avions alors voté, et de réaliser un ajustement sur les charges d'intérêt compte tenu de l'évolution récente des taux. On en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention et des votes contre, des abstentions. Donc adopté à l'unanimité. C'est donc sur cette unanimité que va se clore cette séance. Et avant de clore la dite séance, je vous rappelle deux choses. La première, que vous pouvez consulter le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et la seconde chose que je voulais vous rappeler, c'est que dans quelques jours, c'est Noël, qu'ensuite viennent les fêtes de fin d'année, que nonobstant le contexte sanitaire et de santé que nous connaissons et les uns et les autres, vous puissiez, au-delà des peines, au-delà des souffrances, au-delà des difficultés que vous avez pu avoir à connaître ou que vous connaissez, passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles. Bonne fin d'année à nous. Sénat.